Bonjour, donc cette conférence s'inscrit dans un cycle de conférences consacré au commerce d'hier, d'aujourd'hui et de demain que propose donc l'ICD. Je démarre ce cycle de conférences avec une conférence sur « De quoi le commerce est-il le nom ?» Nous allons explorer ensemble cette question. Donc, je suis Isabelle Barthes, professeure des universités en sciences du management, et je livre ici une vingtaine d'années de recherche, de connaissances, mais aussi de pratiques commerciales. Donc je vous invite à un voyage, un véritable voyage au pays du commerce, et ce voyage aura 6 escales. Pour comprendre comment on est passé de cela, c'est-à-dire au moment où les conquistadors sont arrivés dans des pays nouveaux comme l'Amérique, et où on fait des trocs de marchandises avec les indigènes, à cela, c'est-à-dire le commercial du XXIe siècle, qui serre la main au moment où il signe un contrat de nature commerciale. Comment on est passé de cela, cette petite enluminure du Moyen-Âge qui est issue d'un livre qui était destiné aux jeunes nobles au XVe siècle par le précepteur de Philippe le Bel et qui montre un commerce dans la rue, dans la cité, où les personnes échangent, à cela, c'est une photo de Gursky, un photographe contemporain, dans sa série 99 Cents, et qui montre de façon hyper organisée, autour des couleurs et des lignes, le chaos de la marchandise dans un magasin de la grande distribution. Donc c'est une photo d'artiste. Les artistes représentent le monde tel qu'ils le vivent, et le monde du commerce tout particulièrement. Donc ces 6 escales vont avoir comme thème d'abord une définition, puis une vision historique du commerce, ensuite une représentation de ces métiers, la recherche dans le domaine commercial, quels sont les métiers du commerce, et pour finir, comment devenir un manager commercial responsable au XXIe siècle. En route pour cette aventure. La première escale est de définir. Que désigne-t-on avec le mot commerce? Alors, le monde marchand, il faut le voir comme un continent à explorer. Beaucoup d'auteurs, beaucoup de chercheurs se sont penchés sur ce continent marchand. On peut parler de Marx, qui l'explique par l'économie, Lévi-Strauss par la parenté, Dumont par la religion, Polanyi par la politique. Et ça exige en effet un véritable regard pluridisciplinaire pour bien le comprendre. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que notre réalité sociale, et nous dit Durkheim, la personne qui a fondé la sociologie, nous dit toute réalité est une réalité construite. Donc quels sont les récits du monde marchand? Et puis le troisième point, c'est que, comme le disait Fernand Braudel, le grand historien Fernand Braudel, les choses se font souvent avant qu'on ne les nomme. Donc munis de ces informations, nous allons essayer d'explorer la sphère marchande. Au XVIIIe siècle, avec des auteurs comme Hobbes, Mises ou Hume, l'économie est conçue comme une sphère indépendante de l'idéologie et de la morale. Elle commence à obéir à des lois positives. On rentre dans l'idée d'une science économique. Et Polanyi nous dit, avec moult réflexions, dans un ouvrage très connu de la Grande Transformation, qu'il y a un désencastrement du monde marchand. C'est-à-dire qu'il explore la société et il nous dit qu'en fait, à un moment donné, qui se situe autour de 1830, l'autonomisation des relations marchandes se fait par rapport aux autres relations sociales. Il appelle ça le désencastrement. Donc il parle d'une société commerciale, qu'il appelle Gesellschaft, régie par le contrat, et une société non commerciale, Gemeinschaft, où le statut domine. Nous voilà donc dans un monde marchand qui commence à être nommé, à être désigné. Boltanski et Thévenot, 2 grands sociologues qui ont travaillé sur ce qu'ils appellent les économies de la grandeur, vont définir en fait 6 mondes ou 6 grandes cités, des grands idéotypes. Ils nous disent en fait nous vivons tous dans le même monde, nous partageons tous les mêmes sociétés, mais nous n'avons pas les mêmes codes, nous n'avons pas les mêmes regards sur toutes ces interactions. Il y a le monde domestique, avec le principe de lignage, le monde inspiré, avec le principe de créativité, le monde de l'opinion, avec les principes de renommée, le monde civique, avec le principe d'intérêt général, le monde industriel, avec le principe d'efficacité, et le monde marchand,
avec le principe d'intérêt commercial. Voilà, donc il y a la famille, les journalistes, les créatifs, les politiques, les industriels et les commerçants qui se côtoient. Et pour eux, le monde marchand est animé par le commerce d'acheteurs et de vendeurs en affaires, peuplé d'objets omniprésents. La notion de marchandise est très importante quand on parle de commerce. Ils nous disent, le monde marchand est peuplé d'individus cherchant à satisfaire des désirs, tour à tour clients, concurrents, acheteurs ou vendeurs, entrant les uns avec les autres dans des relations d'affaires. C'est d'autant plus vrai maintenant avec ce qu'on appelle le C2C, le Bon Coin, Airbnb, où on va tous vendre et être vendeurs et acheteurs, chacun à notre tour. Et ils décrivent la relation marchande comme une relation en réseau, contrairement à une relation hiérarchique qui, elle, s'emboîte ou se décline. On est avec le monde marchand dans un monde horizontal. La sphère marchande est aussi vue par un grand sociologue, Hirschman, qui décrit le monde, lui, en 3 sphères. Ce n'est pas les mondes, c'est des sphères. Il décrit la sphère de la famille. Il dit la famille se décrit par la loyauté. On peut se détester dans une famille, mais on reste toujours dans la famille. Il y a d'ailleurs une expression qui dit on lave son linge sale en famille. Il y a le monde de la politique. Là, c'est le monde du débat. On n'est pas d'accord, on est en controverse, et on reste lié par la parole, même si on est complètement à l'opposé. Et le 3e monde, pour lui, c'est le monde du marché, donc le monde marchand, qu'il décrit par la défection en français, l'exit. Exit, ça veut dire que si vous n'êtes pas content d'un produit, si vous n'avez pas envie d'un service, vous payez pas, mais vous partez, vous faites défection. C'est comme ça que des produits n'ont plus du tout d'acheteurs ou des spectacles plus du tout d'auditeurs dans leur salle parce qu'ils ne plaisent pas. Et ce modèle Exit Voice Loyalty explique bien aussi comment le monde marchand s'inscrit dans les rapports en société. Il y a donc un très grand enjeu à définir, car c'est le commerce, ce qu'on appelle un mot valise. Vous sortez de cette pièce, tout le monde a une idée de ce qu'est le commerce, et c'est vrai que parler de la même chose, bien définir, permet ensuite d'avancer dans les évolutions et dans les réflexions. Albert Camus disait d'ailleurs que ne pas définir ajoute au malheur du monde. Donc le commerce, c'est un mot très ancien, dans les langues indo-européennes, n'existe pas vraiment. Ce n'est pas une activité spécifique. Et en fait, quand on le voit apparaître, c'est par exemple en grec, a skolia, ou en latin neg osium, en fait, c'est quelque chose qui arrive par négation. Askolia ou neg osium, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de loisir. Donc le commerce, c'est en creux. C'est quelqu'un qui n'a pas de loisir. Donc ce n'est pas une activité réelle. Et commercium lui-même vient du mot marchandise. Je vous ai dit que la marchandise était très importante dans le commerce. Merc, ce mot marchandise, objet de trafic. Mercor, se livrer au trafic. Mercator, le trafiquant, le commerçant. Le mot trafic étant le mot du déplacement des marchandises. Ce n'est pas le mot négatif qu'on a un petit peu plus maintenant. Et le marchand est celui qui transforme la chose en marchandise. Brodel dit « Tout ce qui reste en dehors du marché n'a qu'une valeur d'usage. Tout ce qui en franchit la porte étroite acquiert une valeur d'échange. » Donc le commerce est lié à la valeur qu'on va accorder à une chose. Cette chose va avoir une valeur grâce à l'argent, par l'argent, et elle devient donc une marchandise. On verra, des économistes vont critiquer ensuite largement. Donc un échange commercial, c'est en fait répondre à une solution ou essayer de résoudre une solution complexe en offrant un produit ou un service pour résoudre un problème. On va échanger donc un flux informationnel, je vais donner des informations sur mon besoin, sur le problème que j'ai à résoudre, et quelqu'un va me donner une solution, un produit ou un service. Et entre les deux, eh bien pour avoir le contrat, pour résoudre l'affaire, on va avoir un flux financier. Et ensuite, on se quitte, chacun, entre entreprises ou entre personnes. L'argent rompt la dette. Et on repart l'un avec le produit-service, l'autre avec l'argent, la valeur. Deuxième escale, maintenant que nous avons défini le commerce, l'histoire du commerce. Alors l'histoire du commerce, elle est très ancienne, puisqu'on peut la situer à 6000 ans de maintenant, c'est-à-dire au 4e millénaire avant Jésus-Christ, comme on le voit sur cette fresque. C'est là qu'on voit apparaître les premières tablettes comptables en Mésopotamie. 3e millénaire, des textes montrent qu'il existe déjà un commerce au loin.
ne faut pas se donner l'idée qu'il y avait d'abord le troc, le commerce local et ensuite le commerce au loin. Le commerce au loin a toujours existé. Les hommes aiment voyager, ils sont curieux et ils se déplacent. Au XIXe siècle avant Jésus-Christ, donc il y a 2000 ans, les Assyriens conduisent des caravanes vers la Cappadoce, les Phéniciens sont les courriers des mers, en Mésopotamie, toujours, le Tampuru est un grand voyageur marchand. Et la monnaie apparaît chez les Lydiens autour du 7e siècle avant Jésus-Christ. Et dès le 6e, 400 ans avant Jésus-Christ, avant notre ère, des réseaux se mettent en place. Les hiéronautes de Tyr et de Sidon, des constructions de ports marchands se font, comme Samos. Les métèques, c'est-à-dire les étrangers, dominent le commerce. Et le code du commerce apparaît, par exemple la Lex Rhodiade des Jactou, qui faisait qu'il y avait déjà une règle si les bateaux qui amenaient les marchandises devaient jeter ces marchandises à la mer. Donc on voit que c'est vraiment dans cette zone du monde, où il y a maintenant l'Égypte, la Syrie, que vont naître véritablement les premiers grands marchands, pour ensuite, bien sûr, diffuser à travers le monde, particulièrement la Méditerranée. Dans la cité grecque, je l'ai dit, l'étranger, le métèque, est celui qui est commerçant. Donc Platon, qui est à peu près 500 ans avant Jésus-Christ, il ne connaît pas les commerçants. Il y a 3 ordres, les gardiens, les citoyens et les travailleurs. Mais les travailleurs, il y a les agriculteurs et les artisans. Les commerçants, c'est un métier qui n'existe pas, neg ocium, comme je le disais. Et Aristote, qui va le suivre, va être dans le rejet du profit. C'est-à-dire qu'on peut en effet échanger des marchandises, mais il ne faut pas qu'il y ait de profit financier. Là, on va commencer cette grande histoire de refuser le profit, l'argent. Et pourtant, c'est à cette période qu'il y a un essor énorme du commerce et des marchands, avec une bourgeoisie marchande qui s'installe dans ces cités et des codes commerciaux qui se mettent en place. Si je vais très vite, au Moyen-Âge, le Moyen-Âge lui-même est dominé par la religion, qui imprègne le commerce. L'homme est face à Dieu pour tout, et c'est des personnes comme saint Thomas d'Aquin qui vont donner une doctrine autour justement du commerce, de l'argent. Et malgré beaucoup de guerres, beaucoup d'insécurité, eh bien on va connaître des foires, on va avoir des villes comme Venise, qui vont devenir des villes extrêmement riches. On va avoir d'autres villes qui vont connaître des essors formidables. Je pense à Bruges ou aux Anses. Et puis la banque se développe. Il y a de plus en plus de montage financier. C'est aussi au Moyen-Âge que Marco Polo va faire un voyage avec son père et son oncle extraordinaire de plus de 20 ans en Chine et ramener des produits qu'on connaît toujours, les feux d'artifice, les pâtes. Mais c'était un voyage non pas de politique, non pas de guerrier, un voyage de commerçant. Au XVIe et au XVIIe siècle, on est plutôt dans une forme de richesse et de prospérité grâce aux richesses qui viennent des nouvelles conquêtes. Tout à l'heure, je vous montrais cette gravure de la découverte de l'Amérique. Et on va commencer à parler, c'est Montesquieu qui en parle, de doux commerce. Alors, ce n'est pas un commerce qui est doux au sens paisible, mais il commence à comprendre que le commerce, il peut transcender les guerres et qu'on peut, entre nations extrêmement opposées, en guerre, avec parfois des pratiques très violentes, tout de même commercer, parce que c'est important de maintenir le lien et c'est une façon d'avoir de la richesse. Et d'ailleurs, au XVIIe siècle, un des grands ministres français est Colbert, qui est plutôt quelqu'un qui travaille sur les notions financières et de banque. Donc on voit à cette période-là le développement des associations marchandes, la mise en place de l'assurance, des grandes sagas familiales, des grands marchands. Et même ces grands marchands, on parle souvent de Samuel Bernard, vont être ceux qui vont prêter de l'argent à l'État, car l'État est souvent à sec. Les nobles ne travaillent pas, ils ne veulent pas, ils méprisent l'argent, ils méprisent le flux financier, mais ils sont souvent complètement ruinés. Et c'est ces grands bourgeois qui vont permettre de renflouer les caisses de l'État. Il y a une particulière au XVIIe siècle, aux Pays-Bas, c'est le premier krach mondial. C'est un krach dû à la tulipe. Il faut voir qu'en 1637, des fortunes énormes se sont effondrées, car depuis des mois, des personnes pariaient sur les bulbes de tulipes qui atteignaient des prix mais faramineux. On parle de plusieurs dizaines d'années de salaires d'artisans, d'honnêtes artisans. Et en quelques heures, leur cours s'est effondré. On a connu donc au XVIIe siècle le premier krach financier.
souvent dû, comme le voit cette courbe d'ailleurs, à la cupidité des êtres humains. Au XVIIIe siècle, s'amorce ce qu'on va appeler le capitalisme, avec une théorisation. Tout à l'heure, je parlais de l'économie. L'homme est face à l'argent, il s'affranchit de la morale. On a des auteurs comme Mandeville, La fable des abeilles, qui s'appuie plutôt sur les défauts des êtres humains. Il dit que le commerce n'est du vice, c'est l'envie, le désir qui meut le commerce. Et Adam Smith, bien sûr, avec De la richesse des nations, qui va être un des premiers à théoriser donc, ces notions commerciales. Donc on assiste au développement de la production, mais aussi à une forme d'organisation, de spécialisation du commerce. On voit aussi l'essor des boutiques, les halles de marchandises, les ventes sur échantillons apparaissent. Et en 1770, les premiers représentants de commerce, donc des personnes qui se déplacent, qui vont vers les clients, apparaissent. Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, on peut parler d'esthétisation, de l'acte, de la théorie du commerce. On est vraiment dans l'idée, la religion est déjà abandonnée, de la liberté grâce justement à la richesse, et ces nouvelles cathédrales qui jaillissent avec les grands magasins, tels que décrits par Zola par exemple, donc les grands bazars, les grands magasins, il y a une abondance de biens, les clients ont le choix, ils commencent à choisir. C'est aussi bien sûr la naissance de la civilisation industrielle avec toute cette production de biens qui est mise à la disposition donc, des clients, et on a de plus en plus de théoriciens comme Bentham qui vont valoriser donc ce qu'on appelle l'utilitarisme, c'est-à-dire l'idée que faire du profit, faire de l'argent, créer de la richesse, c'est bon pour la société. Le 19e commence à connaître les effets et les dégâts de la révolution industrielle, l'exploitation des ouvriers qui n'ont pas du tout profité de cette industrialisation. Et bien sûr, Marx, le premier, 19e siècle, va parler de l'homme aliéné, va parler du fétichisme de la marchandise. Et là, on amorce une critique très forte du commerce qui va connaître de nouveau une vision, porter une vision beaucoup moins positive. 20e siècle, c'est un peu ça, c'est l'excès du commerce, c'est l'excès de la consommation, la culture de masse, le cinéma, la télévision, le libre-service qui apparaît donc, tout de suite à la sortie de la guerre en France, ces excès du capitalisme qui vont aussi avec le totalitarisme, et on va commencer avec des gens comme Weber, Mauss, Arendt à critiquer ces relations commerciales qui font que Baudrillard va parler d'homo consommator, c'est-à-dire d'un consommateur, d'un citoyen qui n'est plus un citoyen mais qui est plutôt un consommateur et qui existe plutôt par la consommation, parce qu'on va appeler le système de consommation. Et c'est vrai qu'on est de plus en plus dans l'idée que cette société de consommation, on n'arrive plus véritablement à la maîtriser, même si on voit aussi l'essor du consumérisme, c'est-à-dire des réactions qui disent qu'il faut réguler, il faut essayer de moins dépenser et penser peut-être à d'autres valeurs que celles d'entasser des biens tels que nous le propose cette société. Le XXIe siècle a continué sur le même chemin, même si on a de plus en plus de voix qui s'élèvent. Il se caractérise par quoi, ce XXIe siècle? Par une hyperconsommation, un hyper-choix, mais en même temps donc, cette remise en cause, une ubiquité, c'est-à-dire que le commerce peut être partout, il est globalisé, on est beaucoup recentré sur soi et son confort personnel. Donc il y a toutes ces plateformes maintenant qui permettent de commercialiser des services et des produits. Nous commandons tous sur des grandes plateformes comme Amazon pour avoir un objet même à quelques centimes d'euros dans les heures qui suivent. Et bien sûr, la montée en puissance de l'intelligence artificielle et des big data permet ce fonctionnement de plus en plus exacerbé. On parle aussi de figitalisation. La figitalisation, c'est cette capacité à acheter et à vendre à la fois dans un magasin, donc physique, et à la fois en digital, donc sur les réseaux, en ligne, digitalisation. Donc figitalisation, click and mortar, on est de plus en plus des experts de ces domaines, avec on vit des expériences, l'expérience du consommateur, on se réunit par tribus, on est de plus en plus avec des avatars, des personnes virtuelles.
Ce sont des gens comme Maffesoli ou Boltanski qui continuent à nous décrire cette société. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cet horizon? C'est que le commerce est un des plus vieux métiers du monde, 6000 ans, qu'il ne se réduit pas à la commercialisation de la production, mais qu'il est basé sur des échanges entre personnes et dès le début autour des mers, à travers les canaux et à travers les continents, et qu'on peut voir les commerçants comme véritablement des passeurs des mondes. C'est une expression empruntée à Marx. Troisième escale, les représentations. L'histoire nous livre une réalité, mais l'histoire culturelle peut nous en livrer une autre. Alors, il y a depuis toujours cette représentation pour les marchands d'un dieu qui est Hermès, ou Mercure pour les latins, et qui est le dieu des marchands et des voleurs. Et on voit bien que là pèse sur le monde marchand, de toute éternité, un véritable soupçon. En effet, on peut dire que le commerce est mal aimé et même méprisé. Alors, quelques phrases. Homère a écrit dans l'Odyssée « Ulysse vole, pille, tue, mais il ne commerce pas ». En effet, à cette période, il va même mieux piller. La piraterie était par exemple complètement autorisée, mais il ne fallait pas faire de commerce. Il y avait un adage commercial plus tard qui disait « Mercator deo placere non potest ». Le marchand ne peut pas plaire à Dieu. Baudelaire a écrit « Le commerce est par essence satanique ». Balzac, quand il décrit un de ses héros de César Birotteau, nous dit « Dans sa parole se rencontre à la fois du vitriol et de la glu pour appréhender, entortiller sa victime et la rendre adhérente, du vitriol pour en dissoudre les calculs les plus durs. » Donc on voit bien cette représentation d'un commerçant à l'époque extrêmement retors. Sartre a même écrit « Vendre, c'est manger l'autre ». Et Bourdieu, le monde se divise entre la marchandisation et des relations pures. On peut citer des pièces de théâtre. Je penserai à Mort d'un commis voyageur, cette pièce de théâtre d'Arthur Miller, qui a connu un succès absolument énorme, qui est une des rares pièces de théâtre à mettre en scène un commerçant, plutôt un commercial, un VRP, un commis voyageur. Et on connaît ce requiem, puisque le personnage principal qui est un commis voyageur va se suicider parce qu'il n'est plus bon, il n'est plus performant, et se suicider, c'est permettre à sa veuve et à ses enfants de toucher son assurance vie. Donc il se voit lui-même comme une marchandise. Et le requiem, c'est qui sait de quoi un homme est fait, surtout un commis voyageur, essaie d'en peser un pour voir, plus léger que l'air, il te filera entre les doigts. Il plane bien haut dans les nuages, chevauchant sa valise d'échantillons, avec son sourire comme armure et ses chaussures bien cirées comme stratégie. Pas très positif comme requiem. On a plus près de nous, et je ne vais pas le décrire, Jean-Claude Convenant, le fameux Jean-Claude Convenant de Caméra Café. Donc ces épisodes qui, devant une machine à café, font se rencontrer des personnes d'une même entreprise. Et lui, c'est commercial, voilà, parti de la base, très sûr de lui, n'ayant fait aucune étude, aucune culture, qui ne lit pas, qui ne va pas au cinéma, qui aime les femmes, voilà, et puis qui est passionné de voiture, et qui évidemment a un klaxon qui bugle la cucaracha. Voilà. Donc on a chaque fois des représentations des commerciaux qui ne sont pas très positives. Un film comme Les Portes de la Gloire va nous donner aussi l'idée, avec Benoît Poulvord, d'un chef de secteur, voilà, pas du tout... pas très malin, et puis qui découvre un métier avec des magouilles en tout genre et des équipes qui vont magouiller pour réussir. Gaps, avec ses livres si bien faits, Commercial je me marre, voilà, Top Gun, avec les prospects qu'on a abattus, ou le directeur commercial qui envoie son petit vendeur rapporter. Et des études montrent aussi, de façon beaucoup plus scientifique, le même problème. Une étude que j'avais menée il y a quelques années auprès de beaucoup d'étudiants, montrée avec une méthodologie un peu complexe qui s'appelle la méthode d'induction par scénario ambigu, mais démontrer qu'en fait, pour ces étudiants qui étaient des étudiants d'école de commerce, voilà, le commercial était dynamique, il aime les challenges, il aime convaincre, il doit affronter la concurrence, il est souvent loin de son foyer, il aime l'argent, il aime le pouvoir, il aime les risques, il est stressé, et il a peu d'éthique professionnelle et il est peu cultivé. Donc c'est des choses qui continuent à exister dans les miroirs collectifs. Alors pourquoi
ces représentations si négatives? On peut tenter des hypothèses. La première, c'est la relation élective que va avoir le commerce avec l'argent. J'en ai déjà beaucoup parlé. Le commerce se définit par la transaction financière. Il est donc profondément lié à la monnaie, or l'argent n'est pas aimé. On aime l'argent pour en avoir, mais c'est quelque chose qui est largement méprisé. C'est quelque chose qui fascine, voilà, parce que c'est quelque chose qui peut dominer le monde. Et comme le disait Marx, c'est la perversion généralisée, voilà, qui transforme la fidélité en infidélité, l'amour en haine, la haine en amour, la vertu en vice, le vice en vertu. L'argent peut se substituer à tout. Il est dans l'anonymat le plus total, il indifférencie tout. Et donc, les rapports marchands condamneraient ceux qui les pratiquent à être sans âme, tellement l'argent éloigne donc de l'humanité. Une autre explication, ça serait une affinité avec l'étranger. Comme je l'ai dit, les premiers commerçants, et ça a été vrai aussi dans la Chine, très ancienne, dans l'Amérique précolombienne, c'était souvent les étrangers qui pratiquaient le commerce, ce passeur des mondes, et cette personne qui échappe à tout. Le marchand, c'est souvent aussi l'étranger, par exemple, avec l'exemple que Zombart nous donne du peuple juif. Il est aussi l'étranger de l'intérieur, c'est quelqu'un qui circule et qui peut à ce moment-là faire peur, inquiéter, parce qu'il est porteur de nouveautés, de nouvelles idées, et qui peut vous ramener une impression de l'extérieur qui peut bousculer les habitudes. Donc cette association à l'étranger peut inquiéter. Et puis la manipulation. La relation marchande, elle est ce qu'on appelle herméneutique, c'est-à-dire que le marchand, il vous écoute et il utilise ce que vous dites, c'est la négociation commerciale, pour son propre intérêt et pour vous vendre quelque chose. Donc le bon marchand, le bon commerçant est profondément manipulateur. Il maîtrise son propre discours et il maîtrise le discours des autres. Et en plus, on lui prête une qualité, mais qui peut aussi inquiéter, c'est d'être toujours capable de se régénérer. Vous savez, l'histoire de « je tape à la porte de 10 portes et on me refuse » et j'ai encore l'énergie pour taper à la 11e porte. C'est valable pour les centres, par exemple, de commerce en ligne, quand vous avez des personnes qui vous appellent au téléphone. Donc, tous ces traits de caractère, la mobilité, la maîtrise du discours et de l'interprétation, la plasticité, parce qu'il y a cette capacité à s'adapter à son interlocuteur, eh bien, ça nous conduit à Hermès, à Mercure, à ce dieu doué de la capacité de se transformer. Et ça explique cette proximité entre un marchand et un voleur, pour des raisons qui ne sont pas toujours très, très positives. Et puis en fait, il y a aussi une liaison coupable avec la guerre. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans le commerce, qui avait été décrit au cours des siècles, c'est que les marchands ont toujours été des médiateurs entre des nations, même des nations en guerre. On a plein d'exemples de ça à partir dans l'histoire. On a par exemple ce film Lord of War avec Nicolas Cage qui incarne un marchand d'armes. C'est-à-dire qu'il arrive à vendre des armes à des pays qui se détestent. Une histoire d'un homme qui est très connu pour ça, c'est Mark Rich, qui a réussi à vendre du pétrole qui venait des Arabes aux Israéliens, alors qu'on était en pleine guerre. Et c'est vrai entre ces deux nations. Et c'est vrai que, quelque part, ça arrange bien des mondes, mais ce sont les marchands qui ont donc les mains sales. Et puis, cette liaison coupable avec le vice. Le vice, comme je le disais avec Mandeville, ça a été l'explication du commerce. Voilà. Pour vendre quelque chose, il faut souvent exploiter les faiblesses humaines, donc le vice. Et donc, on exploite le désir de l'autre. Le désir dans la mythologie, c'est le fils de la pauvreté et de l'envie, nous dit Platon. Voilà. Et donc, c'est toutes ces liaisons coupables qui font ces représentations extrêmement négatives du commerce. Alors, est-ce qu'on peut tout vendre et à n'importe quel prix? C'est une vraie question. C'est une vraie question parce que l'éthique nous dit que peut-être, non, il faut renoncer à vendre certaines choses. Les liaisons coupables, j'en terminerai, c'est aussi l'introduction. On a parlé tout à l'heure des citoyens, des gardiens dans la cité grecque et que le marchand ne produisait rien. Ben oui, le marchand, il ne produit pas, il ne fabrique pas, il se contente de faire passer de la marchandise d'une personne à une autre, donc avec cette vision d'un enrichissement sur le dos des autres.
c'est aussi quelque chose qui n'est pas très positif. Par contre, quand on met tout bout à bout, on peut se dire, on peut avoir une autre hypothèse complètement différente et se dire que le commerce, quelque part, eh bien, il est émancipateur. Il échappe. Et c'est peut-être pour ça, en fait, qu'il déplaît et qu'il inquiète. Et c'est très intéressant peut-être de l'aborder de cette façon. Cette relation avec l'argent, qui peut être perçue comme négative, peut être une façon aussi de se libérer des liens de la dette. Je vous paye, je vous achète une voiture, je vous achète un service, je vous paye, je ne vous revois jamais. Je n'ai pas de dette, de don et de contre-don à mettre en place. C'est d'ailleurs, nous dit Adam Smith, une façon de se libérer du servage. Donc de nombreux esclaves et de nombreux serfs se sont libérés en payant leur liberté. Et puis, il introduit donc une relation horizontale, et en cela, il détruit complètement la notion de statut, parce que si on a de l'argent, on peut venir de n'importe quelle origine, de n'importe quelle classe sociale, on peut se payer des choses, on peut être à égalité avec d'autres personnes. Et c'est peut-être comme ça aussi qu'il faut voir les choses, c'est-à-dire que le commerce donne la liberté, émancipe, et que c'est peut-être pour ça qu'il inquiète, et qu'il est mal vu. Donc cette mobilité, cet éloignement, ce marchand au loin, ce commis voyageur, ce VRP, ce commercial, ces gens qui se déplacent, hommes ou femmes, depuis des millénaires, sont peut-être des personnes qui sont des personnes libres, en tout cas plus libres que le comptable qui est dans l'entreprise, que l'ouvrier qui est dans l'usine. Ils sont capables de communiquer avec de nouvelles personnes, de nouveaux peuples, et de revenir avec de nouvelles idées. Et je me plais à voir le marchand et le commerçant de cette façon-là. Et puis, si on y réfléchit, on n'oblige personne à acheter. Donc, le commerce, c'est un échange libre, librement consenti. On n'oblige personne à acheter ou à vendre. Et ça, c'est aussi un principe extrêmement intéressant à examiner, plutôt que d'autres relations qui sont celles du servage ou de la hiérarchie. On peut obliger des personnes à faire des choses. Alors, est-ce qu'on peut se passer du commerce, des vendeurs, des transactions? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on pourrait imaginer une société sans commerce? Alors, certains l'ont fait ou continuent à le faire. On imagine un monde sans commerce, sans argent, sans marchand, une sorte d'âge d'or. Il n'aurait rien à acheter, à vendre. On peut peut-être se porter dans cette illusion, mais est-ce que ce n'est pas une utopie? Certains l'ont fait, hein, l'utopie, ni l'utopie, c'est une possibilité. La deuxième chose, c'est d'avoir inventé le marketing, et ça c'est en XXe siècle, il n'y a pas si longtemps que ça, au début du XXe siècle, il y a à peu près 120 ans, on a inventé le marketing, et le marketing, ben, c'est le contraire du commerce, alors que intuitivement c'est la même chose. Mais en fait, le marketing est fondé sur l'idée qu'on achète, et non pas qu'on vend. C'est vous, consommateur, qui allez chercher un bien. Vous allez, on ne va pas vous l'imposer. Et donc, le marketing a fait une sorte d'inversion pour éliminer les vendeurs et éliminer le commerce. Et on retrouve aussi, au début du XXIe siècle, il y a une vingtaine d'années, dans les années 2000, la montée en puissance des sites marchands qui avait comme projet de faire disparaître, quand on lit les articles ou les recherches, les commerçants et les magasins. Ces vendeurs qui prennent du temps, qui sont trop libres, qui partent, qui défendent leurs clients et qui posent tant de problèmes, eh bien si on pouvait les supprimer, on sait qu'avec beaucoup d'années maintenant de recul, eh bien les magasins continuent à exister, les vendeurs continuent à être là, parce qu'on a besoin aussi d'eux et on ne peut pas simplement échanger de la marchandise par l'ordinateur. Et c'est vraiment cette digitalisation qu'on a mis en place. C'est-à-dire qu'évidemment, on va par exemple choisir sur un site marchand, mais on va être content d'aller dans un magasin, discuter avec un vrai homme ou une vraie femme autour de la marchandise qu'on veut acheter, essayer un vêtement ou tester un ordinateur. Alors en 2021, bientôt 2022, on peut peut-être réinventer le commerce. Cova nous dit quand le lien importe plus que le bien, c'est-à-dire retravailler le lien entre les personnes, le revaloriser et ne pas penser qu'à la transaction, retrouver l'expression d'être en commerce et retrouver ce que Adam Smith appelait la sympathie, c'est-à-dire la capacité
être en relation les uns avec les autres, une sorte d'intelligence émotionnelle au-delà du service, du produit qu'on échange. Voilà, c'est ça qu'il nous faudrait peut-être retrouver, et c'est d'ailleurs très intéressant quand on étudie les langues indo-européennes avec des personnes comme Benveniste, on se rend compte que le mot commerce, en fait, il y avait deux phases, les pourparlers, avec le lien social et la relation, et ensuite le paiement, la transaction. Et c'est peut-être cette phase de toute relationnelle qu'on a trop oubliée au profit de la transaction. J'arrive à la quatrième escale, les métiers du commerce. Donc, on l'a vu, le commerce a véritablement évolué au cours des années et des siècles, mais ça reste une fonction complètement vitale pour l'organisation. Est-ce qu'on peut imaginer une entreprise qui n'a pas de chiffre d'affaires, qui ne développe pas ses produits, ses ventes? Est-ce qu'on peut imaginer un théâtre qui n'a pas de spectateurs? Est-ce qu'on peut imaginer un match de football sans personne dans les tribunes? Voilà, il faut, la vente reste une fonction vitale des organisations. On a un retour en force du besoin de relation, alors d'autant plus avec ce qui vient de nous arriver, où on se rend compte que la relation humaine est très très importante et que tout ne peut pas passer par le digital. Et c'est vrai que le commercial, eh bien, ou les vendeurs, c'est aussi une capacité de différenciation pour l'entreprise. On peut vendre les mêmes produits de la même façon, ça se copie. Les systèmes de vente se copient, mais les personnes ne sont pas copiables. Et ça peut faire vraiment une distinction, quelque chose de distinctif dans la stratégie de l'entreprise. Et puis on a cette résistance du consommateur au système qui va dans le sens d'avoir des humains. Voilà. Et puis cette idée que tout le monde n'a pas le métier de vendeur, le métier de commercial, mais tout le monde est à un moment ou un autre vendeur avec les réseaux sociaux, comme je l'ai évoqué. Donc la grande tendance qu'on voit monter, c'est le phygital dont j'ai parlé, avec l'idée que le vendeur est de plus en plus un hub, donc un réseau au centre des réseaux de contact physiques et digitaux, avec ce qu'on va appeler l'omnicanal. On passe du mur d'argent dans la banque, au site, on va dans le magasin, on échange sur son iPhone, on se déplace pour aller chercher le lien. Donc tous ces réseaux qui se bousculent. Et puis l'idée pour une entreprise, c'est qu'il n'y ait pas de rupture entre ces réseaux. On va appeler ça un service sans couture. C'est qu'il n'y ait pas de couture apparente entre ce qui se passe en magasin et ce qui va se passer sur le site internet, par exemple le site marchand du magasin. Deuxième grande tendance, c'est la montée en puissance de l'intelligence artificielle et des big data, qui nous permet de cibler de façon de plus en plus fine les personnes, les individus. Vous le savez, vous achetez quelque chose sur internet, ou bien grâce aux cookies, on va savoir reconstituer vos envies, votre profil, vous proposer un autre produit tout de suite ou un peu plus tard, qui correspondra certainement à vos désirs, à vos envies. Et ça, c'est quelque chose de plus en plus important et de plus en plus fin qui se met en place. Et puis, il faut le dire, une troisième grande tendance du XXIe siècle, c'est la montée en puissance de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, pour un commerce éthique, un commerce des vendeurs intègres, un commerce responsable, un commerce inclusif. C'est-à-dire des commerciaux qui sont tous divers, des clients vers lesquels on va, qui sont aussi tous différents, et puis réduire l'impact sur l'environnement que pourraient avoir des produits ou des façons de vendre négatives. Si je prends un petit schéma, on est passé d'un vendeur ambassadeur avec des techniques de vente, un territoire, des rémunérations et des logiques d'optimisation, de contrôle, à un vendeur plus packagé dans des logiques de satisfaction, de relations, d'orientation marché, où on va avoir beaucoup plus de problématiques de merchandising, d'image, à qui on va demander de remonter de l'information. Un vendeur qu'on va qualifier d'embarqué, c'est-à-dire qu'il va être lui-même tracé, mais il va aussi avoir une traçabilité de tout ce qu'il fait, avec des systèmes de CRM, de veille, d'écoute de marché, pour un vendeur qui est de plus en plus au cœur de l'organisation, donc dans cette vente omnicanal, avec des logiques de stratégie commerciale, de réseau. Voilà, et un point de vue dialogique entre le client et le vendeur, c'est-à-dire une co-construction de la proposition, de la solution entre le client et le vendeur, puisque de plus en plus, on sollicite les clients pour être capable de donner
des améliorations aux produits aux services qu'on va proposer. Cinquième escale, la recherche en vente, puisque c'est un cycle qui est un cycle de réflexion, de recherche. Alors les défis de la recherche en vente sont énormes. C'est un champ extrêmement riche. Comme on l'a vu, ça peut être de l'histoire, de la philosophie, de l'éthique, de la négociation, de la performance, du management d'équipe. C'est un objet frontière, la vente, entre la GRH et le marketing. On peut l'explorer de façon très macro, à l'échelle du monde. On peut l'explorer à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle des personnes. Il y a plein de nouveaux secteurs qui s'ouvrent à cette question de la marchandisation, avec beaucoup d'ailleurs de débats, la politique, l'hôpital, tout ce qui est services publics. Et l'idée, c'est de sortir de la bêtise, l'intelligence pratique dont nous parlaient les Grecs, pour aller vers une théoria. Donc il y a vraiment une discipline à inventer et énormément de choses à faire en recherche. Ça ouvre plein de pistes, comme celle que je viens d'évoquer. Ça peut être aussi les big data, la diversité, le leadership dans la vente. Donc plein de sources de mémoire, de thèses, de communication sur ces sujets. Et bien, je terminerai par la sixième escale, devenir un manager commercial. Alors je dirais que pour bien manager, pour être un bon manager commercial, il faut développer son leadership avec 3 grands leviers. Le premier, c'est la prise de décision. Savoir décider, car la décision est partout quand on manage, et choisir, c'est renoncer. Donc savoir décider, de la clarté, mais aussi de la bienveillance vis-à-vis des personnes, parce qu'une décision embarque toujours plein d'impact, mais d'exigences. Le deuxième levier, c'est motiver, entraîner les équipes, avec cette question « pourquoi je viens travailler le matin ?», à laquelle il faut être capable de répondre, donner du sens, y croire. Et puis le troisième levier, savoir conduire le changement. Nous sommes dans un monde où tout change à toute allure, un monde incertain, un monde imprévisible. Les commerciaux sont les têtes de pont de ces sujets. Voilà. Dans le respect des personnes, être capable, quand on est un manager commercial, d'avoir une vision, de rassurer, d'apprendre, puis d'apprendre à désapprendre, c'est-à-dire oublier les vieux schémas pour en proposer de nouveaux. Je vous remercie de votre attention. Je termine avec l'idée qu'il y a beaucoup de questions certainement qui se posent, beaucoup de débats, et puis il y aura d'autres témoignages dans ce cycle de conférences.